L'année était 1536, le mois était mai, et l'air sur Tower Hill était chargé de l'odeur métallique du sang et de l'anticipation morbide d'une foule. Sur l'échafaud, silhouette sombre se découpant sur le ciel gris de Londres, se tenait un homme dont le nom était synonyme de pouvoir, d'esprit et de révolution. Ce n'était pas un traître ordinaire ou un espion étranger. C'était George Boleyn, vicomte de Rochford, frère de la reine d'Angleterre. Il était poète, diplomate, réformateur fervent et, jusqu'à quelques semaines auparavant, le compagnon et beau-frère du roi lui-même. Maintenant, il faisait face à la hache du bourreau, condamné pour un crime si infâme, si contre nature, qu'il défiait l'entendement. L'inceste avec sa propre sœur, la reine. Comment un homme si proche du soleil a-t-il pu être plongé dans une obscurité si absolue? L'histoire de sa chute n'est pas simplement une note de bas de page de la tragédie de sa sœur. C'est un témoignage glaçant de la nature brutale et carnivore du pouvoir des Tudors, un monde où les murmures d'un rival pouvaient devenir une condamnation à mort, et où l'amour d'un roi pouvait se transformer en une fureur homicide. Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. L'ascension de la famille Boleyn fut une leçon de maître en matière d'ambition, une escalade vertigineuse alimentée par l'intelligence de ses enfants et la détermination implacable de son patriarche, Sir Thomas Boleyn. Depuis les champs provinciaux du Kent, Thomas propulsa sa famille au cœur même du cosmos politique européen, obtenant pour ses filles, Mary et Anne, des postes dans les cours scintillantes et perfides de France, et pour son fils, George, une éducation digne d'un prince de la Renaissance. George était l'héritier mâle, celui qui portait le nom, et il fut poli comme un diamant parfait pour la cour. Il était beau, prodigieusement intelligent, et possédait un esprit vif comme un rasoir qui pouvait charmer une assemblée ou faire couler le sang dans un débat. Il parlait couramment le français, était un musicien et poète talentueux, et se déplaçait avec une grâce aisée qui attira l'œil du roi Henri VIII lui-même. Au début, avant le grand schisme qui allait déchirer la chrétienté, Georges était plus que le simple frère d'Anne. Il était une étoile montante à part entière, un compagnon favori du roi, un homme qui partageait la passion d'Henri pour la théologie, le sport et le nouveau savoir qui déferlait sur le continent. Ce fut l'âge d'or des Boleyn, une époque où leur pouvoir semblait sans limite, leur avenir inscrit dans les étoiles. Ils étaient l'incarnation d'un nouveau type d'aristocratie, une aristocratie fondée non seulement sur d'anciennes lignées, mais sur le talent, l'intelligence et la proximité de la couronne. George, avec son charme et son intelligence féroce, était le porte-étendard de ce nouveau monde, un courtisan qui dansait, débattait et chassait avec le roi, apparemment inconscient de l'abîme qui se trouvait juste au-delà de la lumière des torches de la cour royale. Le palais était une scène, et pour un moment glorieux et fugace, George Boleyn fut l'un de ses acteurs les plus célèbres, chacun de ses mots et de ses gestes étant applaudi par le roi qui l'admirait tant. C'était un monde de soie, d'or et de promesses chuchotées, un monde construit sur les sables mouvants de la faveur royale, une fondation qui se révélerait aussi instable que brillante. La famille avait fait son ascension ensemble, une unité soudée d'ambition et d'affection, et ils allaient devenir inextricablement liés dans leur descente tragique et sanglante. Le destin de George n'était pas une conséquence secondaire de celui d'Anne. Il était tissé dans la trame même de son ascension, un pacte silencieux signifiant que son triomphe était le sien et sa destruction serait inévitablement et horriblement la sienne aussi. Les graines de sa mort furent plantées dans les jardins même de son succès, arrosées par la même attention royale qui l'avait rendu grand. George Boleyn était bien plus qu'un courtisan décoratif ou le beau-frère de la reine. Il était un acteur de premier plan, un moteur intellectuel à l'origine de la transformation la plus radicale de l'histoire anglaise. Son engagement pour la réforme religieuse n'était pas une question de commodité politique, mais une conviction profonde et ardente. Il était un évangélique passionné, maîtrisant les arguments théologiques de l'époque, et un membre clé de la faction réformiste à la cour qui voyait le pape, non pas comme le vicaire du Christ, mais comme une puissance étrangère s'ingérant dans les affaires anglaises. Il était un lecteur vorace de textes interdits, des œuvres de Tyndale et de Luther, et il s'engageait dans de vifs débats avec la faction conservatrice, sa langue acérée
et son esprit logique, faisant de lui un adversaire redoutable. Sa bibliothèque personnelle témoignait de ses convictions, remplie de traités réformistes qui, dans un autre contexte, auraient pu le faire brûler pour hérésie. Le roi Henri, lui-même étudiant en théologie, trouva en Georges un partenaire intellectuel brillant et stimulant. Il passait des heures à discuter des Écritures, à disséquer les arguments en faveur de la suprématie royale et à construire le cadre théologique et juridique de la rupture avec Rome. Georges ne se contentait pas de faire écho aux désirs du roi, il les façonnait activement, fournissant les munitions intellectuelles de la Révolution. Il fut nommé à des missions diplomatiques cruciales, envoyé en France pour négocier avec le roi François Ier, une tâche qui exigeait une immense délicatesse, un sens politique aigu et une profonde compréhension des alliances changeantes de l'Europe. Il était une voix pour l'Angleterre sur la scène continentale, plaidant pour la validité du nouveau mariage d'Henri et la légitimité de sa nouvelle Église. Il était également une force puissante au Parlement, utilisant sa position de vicomte de Rochford pour faire adopter l'architecture législative de la Réforme, y compris le crucial acte de suprématie qui déclarait Henri chef de l'Église d'Angleterre. En cela, il était un collaborateur direct de Thomas Cromwell, l'autre grand architecte du Nouvel Ordre. Pendant un temps, ils furent alliés, deux hommes brillants de basse extraction remodelant une nation. Mais leur alliance était une alliance de nécessité, non d'amitié, et les couloirs du pouvoir n'étaient pas assez larges pour deux ambitions aussi colossales. Georges n'était pas un pion, il était un faiseur de roi, un homme qui a misé sa vie et l'avenir de sa famille sur une nouvelle vision radicale de l'Angleterre. Il croyait en la cause, et il croyait en sa sœur, la femme qui était le symbole vivant de cette cause. Sa tragédie est qu'il a eu trop de succès, qu'il a été trop visible, trop brillant. Sa ferveur intellectuelle lui valut de dangereux ennemis au sein de la vieille garde, et sa proximité avec la reine le rendit fatalement vulnérable lorsque l'étoile de celle-ci commença à pâlir. Il avait aidé à construire l'échafaudage du nouvel État anglais, sans jamais imaginer qu'il serait lui-même l'un des premiers à y être conduit, victime de la structure même du pouvoir qu'il avait si passionnément contribué à créer. Le moteur de ce changement cataclysmique, le vortex autour duquel tournait toute la politique, la religion et les destins personnels, était la grande affaire du roi. La quête désespérée et obsessionnelle d'Henri VIII pour un héritier mâle et sa passion dévorante pour Anne Boleyn devinrent les deux forces qui allaient remodeler un royaume et, ce faisant, sceller le destin de George Boleyn. Pendant des années, la cour fut maintenue dans un état d'animation suspendu, tandis qu'Henri cherchait à faire annuler son mariage avec sa première femme, Catherine d'Aragon. Il ne s'agissait pas d'une simple procédure juridique, c'était une crise internationale qui dressa l'Angleterre contre la puissance du Saint-Empereur romain germanique, neveu de Catherine, et l'autorité spirituelle du pape. Georges fut projeté au cœur de cette lutte, non seulement en tant que frère solidaire, mais aussi en tant qu'opérateur clé. Il faisait partie du cercle restreint, au courant des négociations secrètes, des arguments juridiques et des menaces croissantes contre la papauté. Il a vu de ses propres yeux l'immense pression qui pesait sur sa sœur, une femme vivant dans des limbes politiques, ni tout à fait épouse, ni tout à fait maîtresse, son avenir tout entier dépendant des affections notoirement changeantes du roi et de l'issue d'une bataille théologique qui s'étendait à toute l'Europe. Le poids sur la famille Boleyn était immense. Ils avaient tout misé sur Anne. Leur richesse, leur titre, leur influence, leur vie même dépendaient de sa capacité à réussir là où Catherine avait échoué, donner un fils à Henri. L'atmosphère à la cour devint lourde de suspense, les années d'attente mettant les nerfs de toutes les personnes impliquées à rude épreuve. Georges, diplomate et avocat toujours dilige, travailla sans relâche en coulisses, consolidant les soutiens, contrant la propagande de la faction aragonaise et rassurant un roi dont la patience s'amenuisait dangereusement. Lorsque la rupture avec Rome eut enfin lieu et qu'Anne fut couronnée reine en 1533, ce fut un moment de triomphe suprême pour les Boleyn. Il semblait que leur pari avait porté ses fruits. Georges était au zénith de son pouvoir, sa sœur était sur le trône, et l'avenir de l'Angleterre semblait être entre leurs mains. Mais leur victoire était construite sur un précipice. Ils s'étaient aliénés les hommes les plus puissants d'Europe, avaient divisé leur propre pays et s'étaient fait des ennemis acharnés de la vieille aristocratie et du clergé conservateur qui les considérait comme des usurpateurs hérétiques.
Leur pouvoir dépendait entièrement d'un seul fait biologique, la naissance d'un prince. L'arrivée de la princesse Élisabeth fut une joie, mais pas l'accomplissement de la prophétie. L'horloge tournait, et la grande affaire du roi, autrefois source de l'ascension des Boleyn, se transformait lentement, inexorablement, en l'instrument de leur ruine. La pression pour produire un héritier devint un fardeau étouffant pour Anne, et par extension pour George et toute la famille. Ils étaient piégés dans un récit de leur propre crue, un drame à fort enjeu dont le dernier acte n'était pas encore écrit, et le roi, leur mécène et protecteur, était aussi leur juge ultime et leur bourreau potentiel. Pour comprendre la chute soudaine et violente des Boleyn, il faut d'abord comprendre l'environnement dans lequel ils opéraient. La cour des Tudors n'était pas un bâtiment gouvernemental, mais un nid de vipères, un écosystème fermé et incestueux d'ambition, de paranoïa et de surveillance. C'était un monde d'intimité suffocante, où le personnel était toujours politique et le politique toujours profondément, violemment personnel. Chaque mot était pesé, chaque regard interprété, chaque amitié une alliance potentielle, et chaque rival un assassin potentiel de son caractère, sinon de son corps. George Boleyn, avec son esprit vif et sa confiance aristocratique, s'épanouissait dans cet environnement, mais il était aussi singulièrement vulnérable à ses poisons. La cour fonctionnait sur un système de mécénat, avec des factions se regroupant autour de personnages puissants, tous en lice pour l'ultime source de toute lumière et de toute chaleur, la faveur du roi. Les Boleyn, dans leur ascension, avaient déplacé la vieille garde, créant un bloc d'ennemis puissants et rancuniers qui n'attendaient qu'un moment de faiblesse. Des hommes comme le duc de Norfolk, leur propre oncle, étaient des alliés inconstants, animés par leur propre fierté familiale ancienne et prêts à sacrifier leurs proches pour préserver leur propre position. L'ambassadeur d'Espagne, Eustache Chapuis, était un maître de l'espionnage, ses dépêches à l'empereur un commentaire continu des ragots de la cour, de la calomnie et du renseignement politique, dépeignant Anne et George comme des agents du mal corrompus et hérétiques. L'architecture même des palais, avec leurs couloirs labyrinthiques, leurs alcôves cachées et leurs chambres communicantes, facilitait une culture de l'écoute clandestine. Les serviteurs étaient des espions, les dames de compagnie des informatrices, et même les conversations les plus privées pouvaient être surprises, déformées et utilisées comme des armes. Dans ce monde, l'amour courtois, le jeu stylisé et flirtant pratiqué par l'aristocratie, était une dangereuse mascarade. Un compliment spirituel, un regard partagé, un contact familier de la main, des gestes innocents dans un contexte pouvaient être réinterprétés par les ennemis comme une preuve d'adultère, et par extension, de trahison. La relation de George avec sa sœur Anne était notoirement proche. Ils étaient des égaux intellectuels, des confidents et des alliés dans un monde hostile. Ils partageaient un sens de l'humour similaire et une familiarité désinvolte et tactile qui était commune entre frères et sœurs, mais qui pouvait être délibérément mal interprétée par ceux qui cherchaient leur ruine. Cette proximité, source de force dans leur ascension, allait devenir la preuve des plus monstrueuses calomnies. L'air était chargé d'une odeur d'intrigue, un parfum de pouvoir et de décadence. Les planchers même semblaient avoir des oreilles, les tapisseries, des yeux. C'était un endroit où un seul faux pas, un mot imprudent ou le soudain déplaisir du roi pouvait signifier un transfert rapide et silencieux à la tour de Londres. George Boleyn était un maître du jeu de cour, mais lui et sa sœur avaient si fondamentalement changé les règles qu'ils s'étaient aliénés les autres joueurs. Maintenant, ces joueurs, menés par le maître stratège Thomas Cromwell, se préparaient à changer à nouveau les règles du jeu, transformant la cour d'une scène pour le triomphe des Boleyn en un théâtre pour leur destruction sanglante et spectaculaire. La première secousse, la fissure capillaire dans le miroir doré de la suprématie des Boleyn, fut le silence dévastateur de la nurserie royale. Le royaume, et plus important encore le roi, avait retenu son souffle pour un prince, la justification biologique d'une révolution religieuse et du schisme de la chrétienté. La naissance d'Élisabeth en 1533 fut une profonde déception, et avec chaque année qui passait, chaque grossesse ultérieure qui se termina par une fausse couche, cette déception se mua en une fureur froide et menaçante chez Henri. La fausse couche d'un fils en janvier 1536, le jour même des funérailles de Catherine d'Aragon, fut considérée par le roi superstitieux comme un sombre présage
un signe du jugement de Dieu. Il commença à croire, ou fut peu, être persuadé de croire, que son mariage avec Anne était lui-même maudit, qu'il avait été séduit par la sorcellerie, une échappatoire théologique commode qui l'absoudrait de toute responsabilité. La personnalité vibrante, argumentative et souvent conflictuelle d'Anne, qui avait tant enchanté Henri pendant leur longue cour, commençait maintenant à l'irriter. Il désirait une reine placide, obéissante et, surtout, fertile. Ses yeux et sa faveur commencèrent à se tourner vers la pâle, silencieuse et soumise Jane Seymour, une femme qui était l'opposé physique et caractériel d'Anne. Ce changement dans les affections du roi fut le tremblement de terre politique qui brisa les fondations des Boleyn. À mesure que l'amour du roi pour Anne se refroidissait, le pouvoir de toute sa faction commença à s'évaporer. Les courtisans qui s'étaient autrefois pressés à ses côtés gardaient désormais une distance prudente. Les murmures se firent plus forts, les ennemis plus audacieux. George, en tant que frère d'Anne et son plus visible soutien masculin, était inextricablement lié à son destin. Son incapacité à produire un héritier rejaillissait sur toute la famille. Le mandat divin qu'ils avaient revendiqué était maintenant remis en question. L'accusation de sorcellerie qu'Henri marmonnait en privé n'était pas seulement une attaque contre Anne, c'était une attaque contre la légitimité même de leur entreprise commune. Si Anne était une sorcière, alors qu'était George? Son sorcier, son co-conspirateur dans un complot diabolique visant à ensorceler le roi et à usurper le trône, l'atmosphère à la cour devint lourde d'une nouvelle sorte de terreur. Le danger n'était plus extérieur venant de Rome ou de l'empereur mais intérieur, émanant des propres appartements du roi. Le charme d'Henri, autrefois le soleil dans lequel les Boleyn se prélassaient, montrait maintenant son autre visage, celui d'un tyran impitoyable et paranoïaque, un homme dont la conscience était infiniment flexible lorsqu'il s'agissait de ses propres désirs. La chute n'était pas encore enclenchée, mais le sol sous les pieds de George Boleyn était devenu traître et instable. Il marchait sur une fine couche de glace, et il pouvait l'entendre craquer à chaque pas. L'histoire d'amour qui avait refait l'Angleterre touchait à sa fin, et dans la logique brutale de la cour des Tudors, sa fin ne pouvait s'écrire que dans le sang. Alors que la faveur du roi se retirait des Boleyn, comme une étoile mourante, un nouvel astre atteignait son zénith, Thomas Cromwell. Homme d'origine modeste, un fils de forgeron qui s'était élevé par la seule force d'une intelligence impitoyable pour devenir le principal ministre du roi, Cromwell était le pragmatique ultime, un ingénieur politique d'une habileté inégalée. Il avait été un allié clé des Boleyn, l'homme qui avait fait le sale boulot législatif pour concrétiser la rupture avec Rome. Lui et George avaient travaillé ensemble, deux hommes modernes, forgeant un nouvel État. Mais leur alliance était un mariage de convenance. Et alors que la valeur politique d'Anne chutait, Cromwell vit une opportunité non seulement de survivre, mais de consolider absolument son propre pouvoir. Les raisons de sa décision de se retourner contre les Boleyn sont débattues par les historiens. Peu être croyait-il sincèrement que la présence continue d'Anne était une menace pour la stabilité du royaume et la succession. Peu être a-t-il eu une brouille personnelle avec la reine, qui se serait vivement disputée avec lui au sujet de l'utilisation des fonds des monastères dissous. Ou peu être, plus probablement, était-il un prédateur politique qui sentit une faiblesse fatale dans la fierté dominante et passa à l'attaque. Quelle qu'en fût la raison, une fois que Cromwell eut décidé que les Boleyn devaient partir, il agit avec une rapidité et une précision terrifiantes. Il commença à tisser sa toile, une création méticuleuse, patiente et mortelle. Il était le maître espion, avec des agents et des informateurs dans tous les coins de la cour. Il comprenait intimement sa culture toxique et savait précisément comment l'exploiter. Il commença à rassembler les fils des ragots, les demi-vérités, les mots imprudents, les gestes innocents de la vie de cour. Ces agents, des hommes comme l'inquisiteur John ap Rhys, furent chargés d'interroger les membres du cercle de la reine, appliquant la pression, offrant des incitations et recherchant le moindre fragment d'information qui pourrait être transformé en quelque chose de sinistre. L'enquête, si on peut l'appeler ainsi, se concentra sur les hommes de la chambre privée de la reine, ceux qui avaient l'accès le plus proche et le plus familier à elle. Des hommes comme Henry Norris, un ami de longue date du roi, Francis Weston, un jeune courtisan, et William Brayton,
un puissant gentleman des marches galloises. Et, de la manière la plus vulnérable, un musicien de basse naissance nommé Mark Smeaton. Cromwell savait qu'une simple accusation d'adultère pourrait ne pas suffire à faire tomber une reine et sa puissante famille. Il lui fallait quelque chose de plus, quelque chose de si choquant, de si monstrueux, que cela souillerait à jamais le nom des Boleyn et ferait paraître les actions du roi non seulement justifiées, mais justes. Il n'était pas seulement un enquêteur. Il était un écrivain, élaborant un récit de dépravation et de trahison qui serait présenté au roi et à une cour terrifiée comme un fait indéniable. George Boleyn, le frère brillant et confiant de la reine, devait être le méchant central de cette sombre fiction, juste après Anne elle-même. La toile de Cromwell se resserrait, ses fils invisibles mais faits d'acier, et en son centre se tenait le roi, une araignée paranoïaque et suggestible, prête à être convaincue que sa maison était infestée et devait être purgée par le feu, le coup de maître du complot de Cromwell, l'accusation qui éleva l'affaire d'une simple purge politique à un événement d'une horreur quasi mythologique, fut l'accusation d'inceste. Accuser une reine d'adultère était déjà assez traître, mais l'accuser d'une relation sexuelle avec son propre frère, c'était plonger le poignard au cœur même de la nature, de l'ordre et de la loi divine. C'était une accusation si infâme, si profondément taboue, qu'elle transcendait la politique pour entrer dans le royaume du monstrueux. C'était là le génie de Cromwell, dans sa forme la plus diabolique. L'allégation d'inceste servit plusieurs objectifs avec une efficacité glaçante. Premièrement, elle détruisait complètement le personnage d'Anne dans l'imaginaire public. Elle n'était plus seulement une épouse infidèle, mais une créature au désir contre nature, une lépreuse morale. Cela faisait de son exécution et de celle de son frère non seulement une nécessité politique, mais une purification morale, un acte juste pour purger le royaume d'une corruption indicible. Deuxièmement, elle fournissait une explication commode, bien que tordue, à son incapacité à produire un héritier mâle en bonne santé. Dans la mentalité profondément superstitieuse du XVIe siècle, le produit d'une union incestueuse serait sûrement maudit par Dieu, entraînant des fausses couches ou des descendants difformes. Cela justifiait rétrospectivement le désespoir d'Henri d'avoir une nouvelle épouse et l'absolvait de toute faute. Cela recadrait son désir pour Jane Seymour, d'un acte de luxure à un devoir pieux, de sécuriser la succession avec un ventre pur et béni. Troisièmement, et c'est le plus crucial, l'accusation d'inceste impliqua George Boleyn d'une manière qu'aucune autre accusation n'aurait pu le faire. Une accusation de simple trahison, de complot contre le roi, aurait pu être difficile à prouver contre un homme si récemment en faveur. Mais l'inceste était un crime de la chambre secrète, un péché de murmure et de désir caché. Les preuves n'auraient pas besoin d'être concrètes, elles pouvaient être construites à partir d'insinuations, d'une familiarité mal interprétée, du témoignage forcé de témoins terrifiés. Cela créa une boucle de culpabilité sans issue. La proximité de George avec sa sœur était désormais la preuve de leur conspiration, et leur conspiration était incestueuse. Le lien même qui avait été une pierre angulaire de la force de leur famille était maintenant pathologisé, transformé en quelque chose de grotesque et de damnable. Il n'existe aucune preuve historique crédible pour étayer cette accusation. C'était, de l'avis de presque tous, une fabrication complète, une pièce de propagande noire si puissante qu'elle a souillé la mémoire d'Anne et de George pendant des siècles. C'était un mensonge conçu pour tuer, et il fut dévastateur. Il transforma George d'une figure politique en un monstre mythologique, un participant à une tragédie grecque écrite par ses ennemis. Il ne devait plus être vu comme un réformateur ou un diplomate, mais comme un dégénéré qui avait souillé son propre sang et le lit royal. Dans le théâtre de la cour des Tudors, Cromwell venait de dévoiler son chef-d'œuvre d'assassinat de caractère, et George Boleyn allait être contraint de jouer le rôle principal dans sa propre damnation. Les preuves que la machine de Cromwell assembla formaient une tapisserie grotesque, tissée de fils de torture, de coercition et de ragots malveillants, un témoignage du fait que dans une tyrannie, la vérité est ce que l'État déclare qu'elle est. La cheville ouvrière de toute l'affaire fut la confession de Mark Smeaton, un beau musicien de cour de modeste extraction. Contrairement aux autres accusés qui étaient des aristocrates, Smeaton était un roturier et pouvait légalement être soumis à la torture. Il fut emmené à la maison de Cromwell à Stepney,
et ce qui s'y passa reste enveloppé de ténèbres, mais le résultat est clair. Après ce qui fut presque certainement une séance brutale sur le chevalet ou avec d'autres instruments de persuasion, Smeaton craqua. Il avoua avoir commis l'adultère avec la reine à 3 reprises, qu'on lui ait promis la vie sauve en échange de ce mensonge, ou qu'il ait simplement succombé à une agonie insupportable, sa confession fut la brèche dans le barrage. Elle conféra un air de légitimité à toute la procédure, une seule voix, aussi forcée soit-elle, admettant sa culpabilité. Avec la confession de Smeaton en main, les enquêteurs de Cromwell se tournèrent vers les autres, armés du pouvoir de la suggestion. Les preuves contre George étaient encore plus éthérées, reposant entièrement sur des ouïs, dires et le témoignage de sa propre femme, Jane Parker, Lady Rochford. Le rôle de Lady Rochford est l'un des grands et sombres mystères de l'histoire. Elle fournit une déclaration, probablement sous une immense pression, énumérant des cas de comportement suspect de son mari. Elle aurait affirmé qu'Anne lui avait dit que le roi n'était pas capable de satisfaire une femme et qu'il n'avait ni habileté ni virilité. Elle allégua également que George et Anne étaient souvent seuls ensemble pendant de longues périodes et qu'il avait été vu une fois dans les appartements de sa sœur tôt le matin. Ce n'étaient pas des témoignages oculaires d'un crime, mais un recueil d'insinuations, de moments de familiarité décontextualisés entre frères et sœurs et de ragots de seconde main sur la prouesse sexuelle du roi, un détail si incendiaire qu'il était garanti d'enrager Henri. Chaque détail, aussi mince soit-il, était un autre fil dans la toile. Un compliment courtois de Sir Francis Weston à la reine fut transformé en preuve d'une liaison. Une conversation qu'Anne eut avec Sir Henry Norris, remettant en question son intention d'épouser sa dame de compagnie, fut recadrée comme une tentative de sa part de l'attirer dans son lit. C'était une leçon de maître en matière de biais de confirmation, où chaque interaction d'un homme avec la reine était désormais vue à travers le prisme sombre de l'adultère traître. L'accusation spécifique contre George, telle que lue à son procès, alléguait qu'il avait commis l'inceste avec Anne à Whitehall et au palais de Beaulieu, depuis longtemps démoli. Aucune date précise ne fut donnée, seulement un vague calendrier. La preuve était la parole de Lady Rochford, et la logique supposait que si Anne était adultère avec 4 autres hommes, il était plausible qu'elle le fût aussi avec son frère. C'était une affaire fantôme bâtie sur des murmures et l'agonie, une monstruosité juridique conçue non pas pour trouver la vérité, mais pour ratifier un verdict prédéterminé. George devait être condamné non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce que ses ennemis pouvaient faire dire aux autres qu'il avait fait. L'effondrement survint avec la soudaineté brutale d'un coup de foudre par un jour d'été. Le 1er mai 1536 était un jour de célébration, un tournoi du 1er mai au palais de Greenwich. La reine était présente, dans la loge royale, accompagnée de son frère George. Le roi était également présent, présidant les joutes. L'atmosphère était festive, un spectacle de chevalerie et d'apparat courtois. Mais sous la surface, les rouages de la conspiration se mettaient en place pour leur position finale. Sir Henry Norris, l'un des amis les plus proches du roi et un gentilhomme de la chambre, participait au tournoi. Pendant la joute, son cheval devint indiscipliné et refusa de courir. Selon certains récits, Anne, dans un moment de courtoisie enjouée, laissa tomber son mouchoir et Norris l'utilisa pour s'essuyer le visage. Aux yeux d'un roi soupçonneux, déjà empoisonné par les murmures de Cromwell, ce n'était pas un geste de chevalerie mais un signal flagrant d'intimité, une confirmation de ses plus sombres craintes. Soudain, au milieu des festivités, le roi Henri se leva. Son visage était un masque de fureur. Sans un mot à la reine, il quitta la loge royale, emmenant avec lui un petit groupe de ses confidents, dont Norris. Ils partirent immédiatement pour Westminster. La reine, son frère et toute la cour furent laissés dans un état de silence stupéfait et déconcerté. Le départ public était un signal terrifiant et sans équivoque. La faveur royale n'avait pas seulement été retirée, elle avait été violemment rompue. La hache allait tomber. Le jour suivant, le 2 mai, George Boleyn fut arrêté. Une convocation lui parvint pour comparaître devant le conseil du roi. Il y alla probablement en s'attendant à répondre à des questions, à utiliser son esprit et sa raison pour dissiper les rumeurs qui circulaient. Il était un noble, le frère de la reine, un homme de pouvoir et d'influence. Mais il avait fondamentalement mal compris la nature du jeu qui se jouait maintenant. Il n'était pas là pour débattre,
il était là pour être condamné. Après un interrogatoire bref et sommaire, il fut informé des charges qui pesaient sur lui: trahison, adultère et le crime indicible d'inceste. Il fut ensuite escorté sur le fleuve jusqu'à la Tour de Londres, la tristement célèbre forteresse-prison d'où peu d'accusés de trahison revenaient. En l'espace de 48 heures, il était passé de l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre à un prisonnier, dépouillé de sa dignité, de sa liberté et de son avenir, faisant face aux accusations les plus horribles imaginables. La rapidité était à couper le souffle, une manœuvre calculée de Cromwell pour créer le choc et le désarroi, empêchant la faction Boleyn de se rallier ou de monter une quelconque défense. Les portes de la tour se refermèrent bruyamment derrière le vicomte de Rochford, et l'âge d'or des Boleyn était officiellement et sanglantement terminé. La Tour de Londres était plus qu'une prison. C'était un état d'esprit, un purgatoire de pierre froide, où les puissants étaient amenés à contempler leur mortalité. Pour George Boleyn, l'enfermement entre ces murs anciens a dû être une forme unique de torture psychologique. Il ne fut pas jeté dans un donjon commun. En tant que noble, il aurait été détenu dans un confort relatif, probablement dans la tour de Beauchamp, avec ses propres serviteurs et un certain degré d'aménagement physique. Mais ce confort n'aurait fait qu'amplifier l'angoisse mentale. La tour était un symbole de l'État même qu'il avait aidé à construire. Ces pierres étaient les témoins de la logique brutale du pouvoir des Tudors, une logique qu'il avait autrefois défendue et dont il était maintenant victime. De sa fenêtre, il aurait pu voir les appartements de la reine, la même où sa sœur Anne était également emprisonnée, captive dans les mêmes pièces où elle avait attendu son couronnement à peine 3 ans plus tôt. Cette proximité, le fait de savoir que sa sœur, la personne avec qui il partageait le lien le plus profond d'intellect et d'affection, se trouvait à quelques centaines de mètres, endurant le même cauchemar, a dû être une agonie sans mesure. Il était isolé, coupé du monde, avec pour seule compagnie les murmures de ses geôliers et le tumulte de ses propres pensées. Lui, le maître débatteur, le diplomate éloque, était maintenant réduit au silence, son sort se décidant dans des pièces où il ne pouvait entrer, par des hommes qui avaient été autrefois ses collègues et ses rivaux. L'accusation d'inceste, si absurde et monstrueuse, a dû tourner sans cesse dans son esprit. Comment commencer à réfuter une fantaisie aussi grotesque? C'était une calomnie conçue pour être irréfutable, une tâche qui collait comme du poison. Il y avait aussi le profond sentiment de trahison. La trahison du roi qu'il avait servi et admiré, un homme qu'il avait considéré comme un ami et un père intellectuel. La trahison de sa propre femme, dont le témoignage, il l'apprendrait bientôt, formait le cœur pourri de l'accusation contre lui. Et la trahison du système politique auquel il avait cru, un système de droit qui était maintenant perverti en un outil de meurtre judiciaire. Nous avons des récits selon lesquels, pendant son emprisonnement, il reçut la visite de théologiens, être envoyé pour obtenir une confession ou pour préparer son âme à l'inévitable. Mais Georges, le fervent réformateur, se serait engagé avec eux dans de vifs débats théologiques, son esprit toujours vif, son âme, semblait-il, pas encore brisée. C'était un homme confronté à l'abîme, dépouillé de tout sauf de son intellect et de sa foi. L'attente, l'incertitude sur la nature exacte de sa chute, l'horreur lancinante des accusations, tout cela faisait partie d'un processus délibéré pour briser l'esprit des condamnés avant qu'ils ne soient amenés au théâtre final de leur procès. La tour était l'antichambre de l'échafaud, un lieu conçu pour démanteler un homme pièce par pièce, bien avant que le bourreau ne lève sa hache. Pour George Boleyn, ce fut le lieu où le monde brillant et ensoleillé qu'il avait connu s'éteignit, remplacé par la réalité humide et glaçante de sa propre mort imminente et orchestrée. Avant l'événement principal, le procès-spectacle de la reine et de son frère, il y eut un lever de rideau conçu pour établir un récit de culpabilité et s'assurer que l'issue ne ferait jamais de doute. Le 12 mai 1536, les 4 roturiers, accusés aux côtés des Boleyn, Sir Francis Weston, Sir Henry Norris, Sir William Brereton et le musicien Mark Smeaton, furent traduits en justice à Westminster Hall. C'était une formalité juridique, une pièce de théâtre politique dont le scénario avait déjà été écrit par Thomas Cromwell. Les 4 hommes furent accusés de haute trahison pour avoir commis l'adultère avec la reine Anne et pour avoir conspiré la mort du roi.
Les preuves présentées étaient le même recueil fragile de oui, dire et de confessions forcées qui sous-tendaient toute l'affaire. L'atmosphère dans la salle devait être électrique de peur et d'anticipation. Les juges et le jury n'étaient pas des arbitres impartiaux de la justice. C'étaient des hommes de la cour, parfaitement conscients des désirs du roi et du danger mortel de les défier. 3 des hommes, Weston, Norris et Brereton, tous aristocrates n'ayant pas été soumis à la torture, maintinrent fermement et courageusement leur innocence. Ils plaidèrent non coupables de toutes les charges. Sir Henry Norris, un homme qui avait été un ami proche et de confiance du roi Henry pendant des années, se vit, dit-on, offrir sa grâce s'il avouait et impliquait la reine. C'était une offre tentante, une bouée de sauvetage dans une mer de désespoir. Mais Norris refusa. Il ne sauverait pas sa propre vie en condamnant sa reine par un mensonge, un dernier acte de loyauté et de courage qui contrastait vivement avec les manœuvres politiques lâches qui l'entouraient. Mais la plaidoirie d'un homme fut différente. Mark Smeaton, le musicien, l'homme qui avait été brisé dans la maison de Cromwell, plaida coupable. Son seul mot de culpabilité, murmuré, était tout ce dont l'accusation avait besoin. C'était la preuve, la corroboration qui donnait un vernis de vérité à toute la fabrication. Sa confession, extorquée sous la contrainte, empoisonnait maintenant le puits pour les 3 autres. Peu importait qu'il nie les accusations. La plaidoirie de Smeaton créait l'impression d'une vaste conspiration dépravée. Le jury, composé d'hommes qui connaissaient les accusés, qui avaient jouté et dîné avec eux, ne mit que très peu de temps à délibérer. Le verdict était une conclusion courue d'avance. Les 4 hommes furent déclarés coupables. La sentence fut lue, la plus brutale que la loi autorisait pour trahison. Ils devaient être pendus, traînés et équarris. Ce rituel barbare, un spectacle public d'éviscération et de mutilation, était le prix de la fureur du roi et de l'ambition de Cromwell. Le procès des roturiers fut un succès crucial pour l'accusation. Il établit un précédent juridique de culpabilité, consolidant l'histoire de l'infidélité endémique de la reine dans l'esprit de la cour et du public. Il créa une atmosphère d'inévitabilité. Si ces 4 hommes étaient coupables, alors sûrement la reine, la figure centrale de leur crime présumé, devait l'être aussi. Et si la reine était coupable, alors quel espoir restait-il pour son frère, l'homme accusé du péché le plus monstrueux de tous? La scène était maintenant prête pour l'acte final. 3 jours plus tard, le 15 mai 1536, la grande salle de la Tour de Londres fut transformée en salle d'audience pour le procès le plus sensationnel de l'histoire anglaise. Ce n'était pas un procès de roturiers, mais de la royauté et de la plus haute noblesse. Anne Boleyn, la reine d'Angleterre, et son frère, George Boleyn, vicomte de Rochford, devaient être jugés par un jury de leur père, un panel de 26 nobles présidé par leur propre oncle, le duc de Norfolk. Le spectacle était empreint d'une terrible et tragique ironie. L'homme qui siégeait en tant que juge, Norfolk, était un rival politique qui avait longtemps envié l'influence des Boleyn et tenait maintenant leur vie entre ses mains. Le jury était rempli d'hommes qui avaient prospéré sous les Boleyn, des hommes qui s'étaient inclinés devant Anne comme leur reine et avaient ri des blagues de George au dîner royal. Maintenant leurs visages étaient sombres, leurs yeux détournés, leurs décisions déjà prises. La galerie était bondée de spectateurs, un échantillon de l'élite anglaise, tous venus assister à l'acte final et brutal de la tragédie des Boleyn. D'abord, la reine Anne fut amenée devant la cour. Elle entra avec un calme et une dignité qui stupéfièrent les spectateurs. Elle écouta la lecture de l'acte d'accusation long et sordide, détaillant les charges d'adultère avec 5 hommes, d'inceste avec son frère et de conspiration pour la mort du roi. Les preuves, si tant est qu'il y en eut, furent présentées la confession forcée de Smeaton, les oui, dire de Lady Rochford, les interprétations tordues des flirts courtois. De l'avis de tous, Anne se défendit brillamment. Elle répondit à chaque accusation avec intelligence, logique et une confiance tranquille, exposant l'absurdité et le manque de substance du dossier de l'accusation. Elle fit une si forte impression que, l'espace d'un instant, un observateur aurait pu croire à un acquittement possible. Mais ce n'était qu'une illusion. Le verdict était déjà écrit. Après son procès, elle fut emmenée, et son frère George fut amené pour faire face au même tribunal. Lui aussi entra avec un air de défi et d'assurance intellectuelle. Il était, après tout,
L'un des grands débatteurs de sa génération, un homme réputé pour son esprit vif et sa langue bien pendue. Il ne se battait pas seulement pour sa vie, il se battait pour son honneur, le nom de sa famille et la vérité, dans une salle qui n'avait pas de place pour elle. Les mêmes charges furent lues contre lui, trahison par inceste et conspiration. Le spectacle de ces deux frères et sœurs, les architectes d'une Nouvelle-Angleterre, systématiquement et publiquement démantelés par l'État même qu'ils avaient aidé à créer, était une démonstration glaçante du pouvoir absolu. La loi n'était pas un bouclier pour l'innocent, c'était une arme pour le roi, et Cromwell la pointait directement sur le cœur des deux personnes qui se dressaient sur le chemin de son nouvel ordre. Le procès était une pièce de théâtre méticuleusement mise en scène, et son but n'était pas la justice, mais la justification. Face à une conclusion courue d'avance, George Boleyn monta une défense dont on se souvient pour son brio, son courage et son imprudence fatale et provocatrice. Il se tint devant le jury de ses pairs, des hommes qu'il connaissait bien, et il se battit. Il écouta les accusations, une litanie d'horreurs fabriquées, puis, avec l'habileté médico-légale d'un avocat et la passion d'un homme lésé, il commença à disséquer le dossier de l'accusation, ou plutôt son absence. Il aborda chaque point, réfutant les calendriers vagues et les allégations fantastiques avec logique et raison. Il parla avec l'éloquence pour laquelle il était célèbre, sa voix résonnant de confiance dans la salle caverneuse. Il commandait l'espace, et pendant un moment, il sembla gagner l'argument, sinon l'affaire. Les spectateurs auraient été impressionnés par sa défense fougueuse. Il fit paraître les accusations aussi minces et ridicules qu'elles l'étaient. Mais vint alors le moment qui scella son destin, un acte d'un défi si audacieux qu'il laissa la cour sans voix. L'accusation présenta comme preuve un morceau de papier, une note détaillant la conversation présumée entre Anne et Lady Rochford, dans laquelle la reine aurait mis en doute les capacités sexuelles du roi, affirmant qu'il n'avait ni habileté ni virilité. Les détails étaient considérés comme si scandaleux, si insultants pour l'honneur et la masculinité du roi, que le procureur ne les lut pas à haute voix, se contentant de résumer la nature traîtresse de la note. Il tendit ensuite le papier à George. Ce qui se passa ensuite fut extraordinaire. Dans un acte de suprême arrogance ou de transparence désespérée, George prit la note et lut son contenu à haute voix à toute la cour. Un hoquet de surprise collectif a dû remplir la salle. Il venait de diffuser publiquement l'insulte la plus intime et la plus accablante imaginable contre le roi Henri VIII, célèbre pour sa susceptibilité et son égocentrisme. À ce moment-là, il enfreignit la règle non écrite de la cour des Tudors. On n'humiliait pas publiquement le roi, en aucune circonstance. Les raisons de son geste sont débattues. Était-ce un pari calculé pour montrer au jury à quel point les preuves étaient ridicules, basées sur rien de plus que des ragots salaces et invérifiables de sa femme dont il était séparé, ou était-ce un acte de pure rage frustrée, un dernier geste suicidaire de défi de la part d'un homme qui se savait déjà condamné et voulait exposer la nature sordide de la conspiration contre lui? Quel qu'en fût le motif, ce fut une erreur de jugement catastrophique. Il avait gagné le débat, mais perdu la vie. L'insulte à la virilité du roi était une offense impardonnable, une attaque personnelle qui transforma un procès politique en une affaire de vengeance personnelle. Le jury, qui aurait pu nourrir une once de doute, n'avait plus le choix. Acquitter George reviendrait à valider l'insulte contre le roi. Ils signeraient leur propre arrêt de mort. La brillante défense de George avait été anéantie par un seul acte imprudent, un éclair de son ancien esprit provocateur qui s'avéra être son dernier. Il avait prouvé qu'il était un meilleur débatteur que ses accusateurs, mais ce faisant, il avait confirmé qu'il était un homme mort. Le verdict n'était plus qu'une simple formalité, un rituel pour conclure le sinistre théâtre. Après la récitation choquante par George Boleyn des prétendues insuffisances du roi, l'ambiance dans la grande salle passa d'un processus juridique à une atmosphère de catastrophe imminente. Le jury de pairs, leur visage pâle et figé, se retira. Ils n'eurent pas besoin de délibérer longtemps. Leur choix était simple, condamner un homme ou risquer la fureur d'un roi insulté et omnipotent. Ils revinrent, et le duc de Norfolk, leur oncle, demanda leur verdict sans émotion. Le président du jury, le comte de Sussex, déclara George Boleyn, vicomte de Rochford, coupable de toutes les charges. La sentence fut alors prononcée par Norfolk,
Un homme condamnant son propre neveu à une mort horrible. Les mots ont dû résonner dans l'air froid de la salle. George Bolen devait être ramené à la Tour de Londres. Et de là, au lieu d'exécution, où il devait être pendu, traîné et équarri. C'était la peine complète et terrifiante pour haute trahison réservée aux roturiers, un rituel en 3 parties d'agonie publique conçu comme le moyen de dissuasion ultime. Le condamné serait pendu jusqu'à ce qu'il soit presque inconscient, puis descendu. Alors qu'il était encore en vie, son abdomen serait ouvert, et ses intestins et ses organes génitaux seraient extraits et brûlés sous ses propres yeux. Enfin, il serait décapité, et son corps coupé en 4 quartiers, qui seraient ensuite exposés sur des pics dans des lieux bien en vue, comme un avertissement macabre pour les autres. Alors que ce sort horrible était lu, George Bolen aurait réagi avec sang-froid, mais il s'adressa une dernière fois à la cour. Il ne supplia pas pour sa vie. Au lieu de cela, il fit une série de demandes pratiques, demandant que ses dettes soient payées sur ses biens confisqués, une dernière tentative pour maintenir son honneur et s'assurer que ses affaires étaient en ordre. C'était l'acte d'un homme qui avait accepté son sort et regardait maintenant au-delà de sa propre mort. Quelque temps après le procès, le roi, dans un petit acte de miséricorde, presque pervers, commua les peines de Georges et des 4 autres gentilshommes condamnés. Il ne serait pas soumis à la barbarie complète d'être pendu, traîné et équarri. Au lieu de cela, on leur accorda la mort du noble, un seul coup rapide de la hache du bourreau. Ce n'était pas un acte de compassion. C'était une décision pragmatique pour éviter un spectacle public prolongé et potentiellement sympathique de la souffrance d'aristocrates bien connus. Le résultat était le même, la mort. Les procès étaient terminés. Les Boleyn avaient été légalement, sinon justement, condamnés. Le système judiciaire avait rempli sa fonction, fournissant au roi la justification dont il avait besoin. Maintenant, il ne restait plus que l'acte final et sanglant de l'exécution. Pendant les 2 jours qui séparèrent la sentence de son exécution, George Bolen fut un homme suspendu entre 2 mondes. La bataille intellectuelle effrénée du procès était terminée et la finalité physique du billot l'attendait. Cet espace liminal fut un temps de préparation spirituelle et pratique, un règlement de compte final avec Dieu et avec son propre héritage. Confiné une fois de plus dans la tour, il était désormais officiellement un mort en sursis. Selon les dépêches de l'ambassadeur impérial toujours vigilant, Eustache Chapuis, Georges consacra ses dernières heures à sa foi. Il aurait passé une grande partie de son temps avec son aumônier, s'engageant dans la prière et la contemplation religieuse. Pour un homme qui avait été une force passionnée et motrice de la réforme anglaise, c'était un test final et crucial de ses croyances. Il était confronté à la question ultime, celle qui se trouve à la fin de tout débat théologique. Comment un homme de foi affronte-t-il sa fin? Ses convictions évangéliques, qui avaient promis une relation plus directe et personnelle avec Dieu, lui apportèrent-elles du réconfort maintenant? Les récits suggèrent que oui. On dit qu'il a fait preuve d'une force d'âme remarquable et d'une acceptation calme de son sort, considérant sa mort à travers le prisme d'un chrétien se préparant à rencontrer son Créateur. Il était aussi un homme de lettres, un poète, et c'est à cette période que l'on croit traditionnellement qu'il a composé son œuvre finale, un poème intitulé « Adieu, mon luth ». Bien que sa paternité soit débattue par les érudits, les thèmes du poème, à savoir la trahison, la résignation et le silence imposé à une voix autrefois célébrée, résonnent puissamment avec sa situation. Le poème parle d'un luth qui doit maintenant se taire, car ses chants ont engendré ma douleur et procuré ma peine. C'est une complainte pour une vie de performance courtoise qui s'est terminée en désastre, un adieu poignant d'un homme dont l'esprit et les mots, autrefois ses plus grands atouts, étaient devenus les instruments de sa destruction. Qu'il l'ait écrit ou non, le sentiment capture l'arc tragique de sa vie. Il se concentra également sur les affaires de ce monde, s'assurant que ses dettes considérables soient enregistrées afin qu'elles puissent être réglées. Cette préoccupation pour ses obligations financières, même au bord de la mort, témoigne d'un homme profondément attaché à son propre honneur et à sa réputation, voulant quitter le monde avec une ardoise propre, du moins aux yeux de ses créanciers. Il tentait d'exercer un dernier fragment de contrôle sur une vie qui lui avait été si violemment arrachée. Ces dernières 48 heures furent une période de vie intense et condensée, un dépouillement final de tous les titres et ambitions terrestres, ne laissant qu'un homme,
sa foi et l'ombre menaçante de la hache. Ce fut un interlude calme et sombre avant le bruit et l'horreur de l'exécution publique sur Tower Hill. Le matin du 17 mai 1536 se leva, gris et menaçant, sur Londres. Sur Tower Hill, juste à l'extérieur des murs de la forteresse, un grand échafaud drapé de noir avait été érigé, une scène austère pour l'acte final de cette tragédie politique. Une grande foule s'était rassemblée, une mer de visages impatients, attirés par le spectacle morbide d'hommes de haute naissance abaissés. Ils allaient assister à l'éradication systématique de la faction de la reine. Les 5 condamnés furent conduits hors de la tour. Sir Francis Weston, Sir Henry Norris, Sir William Brereton, Mark Smeaton, et à leur tête, en tant que plus haut gradé des nobles parmi eux, George Boleyn, vicomte de Rochford. La procession était solennelle, un défilé sinistre des déchus. Ils devaient être exécutés un par un, une démonstration lente et méthodique du pouvoir du roi. L'ordre d'exécution était dicté par le rang, en commençant par le plus bas. Mark Smeaton, le musicien dont la confession forcée avait été la clé de tout le complot, fut le premier à mourir. Il fut suivi par Brereton, Weston, puis Norris, l'ancien ami du roi qui avait refusé une grâce en échange d'un mensonge. Chaque homme monta sur l'échafaud, offrit un court discours conventionnel, puis s'agenouilla pour poser sa tête sur le billot. Le son de la hache qui tombe, la vue du sang, les réactions de la foule, c'était un rituel répétitif et brutal qui faisait monter la tension pour l'événement principal. Finalement, ce fut le tour de George. Il monta les marches en bois de l'échafaud avec un air rapporté de sang-froid et de dignité. C'était un homme connu pour ses beaux vêtements et son port assuré, et même dans ses derniers moments, il présentait l'image d'un noble. Il regarda la foule, un rassemblement de Londoniens, de marchands et de collègues courtisans venus le voir mourir. Il faisait face à la ville qu'il avait aidé à gouverner, sous le ciel du royaume qu'il avait aidé à réformer. Le bourreau, un professionnel probablement venu de Calais pour son habileté, se tenait prêt, sa hache scintillant dans la pâle lumière du matin. Le billot, une simple pièce de bois, était déjà taché du sang des hommes qui l'avaient précédé. C'était le moment le plus viscéral du récit, la réduction d'un homme complexe et brillant à de la simple chair et des os, un corps soumis au pouvoir absolu et brutal de l'État. Tous les débats, la diplomatie, la poésie et le pouvoir avaient mené à ce moment unique et primitif, un homme, un billot et une lame. L'air était lourd de l'odeur de la sciure, de la sueur et du sang versé. Les dernières secondes de sa vie s'écoulaient, mesurées par le silence nerveux de la foule et le rythme régulier de son propre cœur. Sur l'échafaud, sous les yeux de Londres, George Boleyn livra sa dernière performance publique. Ce ne fut ni une proclamation enflammée de son innocence, ni une condamnation amère de ses ennemis. L'avoir fait aurait été un geste dangereux et futile. Protester de son innocence de trahison pouvait être interprété comme un dernier acte de trahison lui-même, risquant potentiellement de compromettre la chance d'une mort rapide et d'attirer de nouvelles persécutions sur sa famille. Au lieu de cela, suivant la sinistre convention de l'époque pour les condamnés, il prononça un discours qui était un mélange soigneusement construit de piété, de contrition et de messages subtils. Il commença par s'adresser à la foule, reconnaissant qu'il était là pour mourir. « Homme chrétien, aurait-il commencé, je suis venu ici pour mourir, car je suis condamné par la loi à mourir, et je ne m'en plaindrai pas. » Il n'avoua pas les crimes spécifiques pour lesquels il était condamné inceste et trahison, mais d'être un pécheur dans un sens plus général et théologique. « J'ai été un grand lecteur et un grand promoteur de la parole de Dieu, déclara-t-il, mais je n'ai pas été un grand pratiquant de celle-ci. J'ai mené une vie vicieuse et pécheresse. » C'était une formule standard, un aveu de la fragilité humaine générale qui était attendue d'un homme sur le point de rencontrer son Dieu. Mais pour George, le grand champion de la Réforme, cela avait un poids particulier. Il admettait que sa conduite personnelle n'avait pas été à la hauteur des idéaux scripturaires élevés qu'il avait publiquement épousés. Il faisait, en un sens, un acte de pénitence publique. Puis, il lança un avertissement qui semblait s'adresser directement à ses collègues courtisans, les hommes ambitieux qui jouaient encore le jeu qu'il avait perdu. Il les mit en garde contre les vanités de la cour et les dangers de se fier aux promesses flatteuses du monde. Il parla de la façon dont son propre orgueil et ses désirs charnels et mondains
l'avait conduit à cette fin honteuse. C'était un sermon moral prononcé depuis la plus dramatique des chairs. De manière cruciale, il ne mentionna ni sa sœur, ni ne parla du roi. Il demanda les prières de la foule et le pardon de Dieu, puis il s'agenouilla. Il posa sa tête sur le billot. Le bourreau leva la lourde hache. D'un seul coup rapide, la vie de George Boleyn, vicomte de Rochford, poète, diplomate et réformateur, fut éteinte. Son discours reste un sujet d'interprétation. Était-ce l'expression sincère d'un homme dont la foi s'était approfondie face à la mort? Ou était-ce une performance magistrale et pragmatique, conçue pour protéger sa famille, régler sa conscience avec Dieu et laisser derrière lui le souvenir non pas d'un traître, mais d'un noble chrétien imparfait mais pieux? En fin de compte, c'était probablement les deux, une déclaration finale complexe d'un homme complexe. Les suites immédiates des exécutions sur Tower Hill furent une démonstration rapide et glaçante de consolidation politique. Alors que la tête de George Boleyn était brandie pour que la foule la voie, une confirmation finale et macabre de la mort, un chapitre de l'histoire anglaise se refermait brutalement. Son corps, ainsi que ceux des 4 autres hommes, fut emmené sans cérémonie pour être enterré sur le terrain de la tour elle-même, inhumé dans la chapelle de Saint-Pierre-aux-Liens, la chapelle de Saint-Pierre-en-Chêne. C'était un lieu réservé aux victimes les plus célèbres de l'état des Tudors, un dernier lieu de repos ignominieux. Il y serait rejoint à peine 2 jours plus tard par sa sœur, Anne, qui fut exécutée à l'intérieur des murs de la tour par un épéiste français. Avec leur mort, la faction Boleyn n'était pas seulement vaincue, elle était anéantie. Leurs armoiries furent arrachées, leurs noms calomniés et leur pouvoir complètement effacé. La cour, qui avait tremblé pendant les procès, poussa maintenant un soupir de soulagement collectif et se réaligna immédiatement sur la nouvelle réalité. Le nouveau soleil était Jane Seymour. Dans un geste d'une hâte presque indécente, le roi Henri VIII se fiança officiellement à Jane le 20 mai, un jour seulement après l'exécution d'Anne, et l'épousa 10 jours plus tard. Le monde politique passa à autre chose avec une rapidité brutale, désireux d'oublier la désagréable boucherie des semaines précédentes. Le récit officiel, soigneusement élaboré par Cromwell, était maintenant cimenté. Anne et ses co-conspirateurs étaient des monstres de dépravation, leurs exécutions une purge nécessaire et juste qui avait sauvé le roi et le royaume. L'accusation d'inceste en particulier remplit parfaitement son objectif, faisant paraître tout le projet Boleyn pourri jusqu'à la moelle. Le pouvoir de Cromwell était désormais absolu. Il avait réussi à naviguer les désirs matrimoniaux du roi, à éliminer une puissante faction rivale et à démontrer à tous qu'il était le ministre indispensable, l'homme qui pouvait résoudre n'importe quel problème, aussi désordonné soit-il. Il était le maître de l'État, juste après le roi lui-même. Mais même sa victoire fut temporaire dans le monde perfide de la cour des Tudors. L'homme qui avait envoyé George Boleyn au billot pour un crime fantôme, l'architecte de son meurtre judiciaire, connaîtrait lui-même le même sort à peine 4 ans plus tard, exécuté pour trahison au même endroit sur Tower Hill, victime de la même machine politique létale qu'il avait perfectionnée. La hache qui tomba pour George Boleyn en 1536 était simplement en train d'être aiguisée pour sa prochaine victime. La conséquence immédiate de sa mort fut la montée triomphale de ses ennemis. Mais le sang versé ce jour-là allait créer un cycle de violence et de châtiment qui continuerait à tourner pendant des années. L'histoire de la chute de George Boleyn fut immédiatement soumise à une propagande intense, une campagne délibérée pour façonner son héritage en celui d'un scélérat et d'un pervers. L'histoire, comme c'est si souvent le cas, fut écrite par les bourreaux. Le récit officiel de l'État, diffusé par les circulaires de la cour et les dépêches d'ambassadeurs influencés par Cromwell, dressait le portrait d'un homme dont l'extérieur brillant cachait une âme corrompue par l'ambition et une luxure contre nature. L'accusation d'inceste fut la pierre angulaire de cet assassinat de caractère. Elle fut si efficace que pendant des siècles, George fut principalement connu pour cette seule accusation, probablement fabriquée. Il fut réduit d'une figure politique et intellectuelle complexe à un monstre unidimensionnel, une note de bas de page dans la tragédie plus célèbre de sa sœur, le frère incestueux qui scella son destin. Au centre de ce récit, à l'époque comme aujourd'hui, se trouve la figure énigmatique et tragique de sa femme, Jane Parker, Lady Rochford. Son témoignage, qu'il ait été donné librement ou obtenu sous la contrainte,
fut la seule preuve de l'accusation d'inceste. Pour cela, l'histoire l'a marquée au fer rouge comme une méchante traîtresse, une épouse jalouse qui envoya son mari et sa belle-sœur à la mort par dépit. L'ambassadeur espagnol Chapuis écrivit qu'elle était motivée par une crise de jalousie, et cette interprétation a persisté. Cependant, une vision plus nuancée suggère qu'elle était une femme piégée dans une situation impossible, un pion dans le jeu mortel de Cromwell. Elle a probablement été interrogée, menacée et pressée de fournir les déclarations dont il avait besoin. Refuser aurait été risqué d'être accusée de trahison elle-même. Son propre destin est un sombre témoignage des dangers de la cour des Tudors. 5 ans plus tard, en tant que dame de compagnie de la 5e épouse d'Henri, Catherine Howard, elle fut impliquée dans les liaisons adultères de la reine. Accusée de les avoir facilitées, elle fut arrêtée, devint folle dans la tour et fut exécutée sur Tower Green en 1542. Sa fin fut aussi tragique que celle qu'elle aida à provoquer pour son mari. L'héritage de George Boleyn lui-même a été progressivement réévalué. Les historiens le voient maintenant non pas comme le monstre de la propagande de Cromwell, mais comme une figure clé de la réforme anglaise, un homme talentueux et influent qui fut victime d'un coup d'État politique impitoyable. Son plaidoyer pour la réforme, son habileté diplomatique et ses contributions intellectuelles sont maintenant reconnus comme étant au centre de son histoire. Il n'était pas un dommage collatéral de la chute d'Anne. Il était une cible principale. Son élimination était essentielle pour que Cromwell et la faction conservatrice puissent stopper le programme religieux radical que les Boleyn défendaient. La propagande qui le détruisit en son temps fut si puissante qu'il a fallu près de 500 ans de recherche pour commencer à la démanteler et à voir l'homme derrière la caricature monstrueuse. En dernière analyse, l'exécution de George Boleyn résonne bien au-delà de la politique sanglante de la cour des Tudors, se répercutant à travers les siècles comme une exploration intemporelle et glaçante du pouvoir, de la justice et de la mortalité. Son histoire est un rappel brutal de la terrifiante fragilité d'une vie vécue dans l'ombre d'un monarque absolu. George était un homme qui possédait tout ce que la Renaissance prisait, l'intellect, le charme, l'éducation et l'influence. Pourtant, tout cela fut rendu insignifiant par un seul changement dans la faveur du roi. Son destin démontre une vérité brutale. Dans un système de pouvoir absolu, la loi n'est pas un bouclier mais une arme, et la loyauté est une monnaie à la valeur constamment fluctuante. Son procès fut une perversion de la justice, un procès-spectacle où le verdict fut rendu avant que les preuves ne soient entendues, un phénomène qui s'est répété dans d'innombrables régimes totalitaires à travers l'histoire. L'utilisation de la calomnie sexuelle, en particulier l'accusation monstrueuse d'inceste, comme outil politique pour déshumaniser complètement un adversaire, est une tactique qui reste effroyablement familière dans le monde moderne. Elle sert à retirer la victime du domaine du désaccord politique et à la placer dans une catégorie de moralement intouchable, faisant paraître sa destruction non seulement nécessaire mais juste. De plus, l'histoire de George Boleyn est la tragédie d'un réformateur consumé par la Révolution, même qu'il a contribué à allumer. Il était un véritable croyant en une nouvelle sorte d'Angleterre, une nation libérée de l'autorité de Rome, guidée par les Écritures et l'enquête intellectuelle. Il a poussé pour ce changement avec passion et conviction, pour être ensuite dévoré par l'état paranoïaque et instable qui en a émergé. Il aida à déchaîner un tigre, croyant pouvoir le contrôler, et fut finalement dévoré par lui lorsqu'il se retourna contre ses maîtres. Sa mort symbolise le moment où la réforme anglaise passa d'un mouvement intellectuel et théologique à un instrument brutal de la terreur d'État, manié par un roi paranoïaque et son ministre impitoyable. George Boleyn n'était pas seulement le frère d'Anne, entraîné dans un bain de sang. Il était une force politique et intellectuelle redoutable à part entière, et son exécution fut un acte calculé d'assassinat politique, conçu pour éliminer un chef de la cause réformiste. La hache qui trancha sa tête était une tentative de couper l'avenir qu'il envisageait pour l'Angleterre, laissant un héritage écrit non pas avec l'encre de sa poésie et de sa diplomatie, mais avec le sang qui a imbibé les planches de l'échafaud de Tower Hill.